Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Dans l'actualité ce dimanche, les cantines scolaires. Le programme redémarré depuis 2008 améliore de plus en plus les résultats scolaires dans les écoles primaires publiques du pays. Il a touché au cours de l'année scolaire 2021-2022 plus de 180 000 écoliers, vous le verrez. Nous sommes toujours dans la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Certaines mamans ignorent encore l'importance du lait maternel pour leurs nourrissons. Nous aborderons le sujet avec Abigail Yété, fondatrice du centre Vinon. Elle a fait de l'allaitement maternel son cheval de bataille. Et puis nous irons dans les méandres du cinéma, sa face cachée des images qui pour la plupart nous font croire à la réalité, mais qui en réalité n'ont rien de vrai, que du maquillage, les petits secrets du 7e art à découvrir dans quelques instants. Nous resterons en cinéma avec le film À l'épreuve du Goumet. Il sortira en avant-première samedi 19 août à l'hôtel 2 février. Amitié, amour, déception amoureuse. Israël Tchounou nous dira tout sur son chef-d'œuvre. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce JDD. Les résultats scolaires cette année ont connu une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Plus de 98% de réussite au CEPD. Ces résultats sont en partie dus aux cantines scolaires en vigueur dans notre pays, dans les écoles primaires publiques du Togo depuis 2008. Le programme impacte aujourd'hui de plus en plus et positivement le système éducatif national avec des repas chauds offerts quotidiennement et gracieusement à des milliers d'écoliers. Regardez. Des repas sains, équilibrés et variés aux élèves dans les établissements scolaires. Plus de 182 000 écoliers en ont bénéficié au cours de l'année scolaire dernière grâce à l'ANADEB et ses partenaires. Le programme des cantines scolaires initié par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, impacte de plus en plus positivement le système éducatif, surtout dans les zones les plus vulnérables. On est parti peut-être avec 100 écoles. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 écoles bénéficiaires, c'est-à-dire tous partenaires confondus, l'État, le CRS et les autres partenaires. Si je prends l'année scolaire 2022-2023, nous avons au moins nourri plus de 156 000 écoliers sur l'ensemble du territoire togolais. Et ça, c'est vraiment des grands résultats. L'assurance de bien manger à l'école réduit considérablement les absences et renforce le taux de maintien scolaire. L'initiative impulsée par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé depuis 2008, en rajoute à la qualité du système éducatif. Là où les enfants ont la chance d'avoir leur repas de midi sans rentrer à la maison, vous voyez, les résultats sont meilleurs que là où tous les enfants devraient tous les midis repartir à la maison. Et également, il y a un meilleur encadrement parce que si les enseignants restent avec les enfants à l'école, dans ces écoles-là, vous voyez, les midis, ils sont là avec eux. Et donc, ils peuvent également continuer par aider ceux qui ont certaines difficultés à s'améliorer. Voilà pourquoi nous disons, oui, l'alimentation scolaire est un paramètre qui permet les meilleurs résultats dans les écoles et également qui permet aux enfants de rester à l'école, qui permet aux enfants d'aller jusqu'au bout de leur cursus. Donc vous avez dans ces villages-là beaucoup plus d'enfants qui ont le CEPD. L'ambition du gouvernement est de toucher 300 000 écoliers d'ici à 2025 et l'on mise désormais sur plus de local dans les assiettes des enfants. En faisant un programme de l'alimentation scolaire basée sur la production locale, non seulement qu'on améliore la santé scolaire des enfants, l'alimentation, l'hygiène, nous avons rédigé des recettes qui sont adaptées à chaque région en fonction des cultures, en fonction des productions, en fonction de la disponibilité des aliments dans ces différentes zones. On se dit, ce n'est pas seulement nourrir l'enfant, mais il faut que la cantine constitue un levier pour l'économie locale. L'économie locale entretenue par les petits producteurs, parce que c'est dans les villages que les cantines scolaires se déroulent pour le moment dans notre pays. Et donc, on voudrait qu'il y ait vraiment une bonne cohérence
que l'enfant ne soit pas aussi déconnecté des réalités en mangeant à l'école, qu'il se retrouve dans son village à travers le repas qu'on lui sert à l'école. Et donc que ce repas-là aussi donne du travail à son papa ou à sa maman. Dans la sous-région, le Togo est le seul pays à disposer d'une loi sur l'alimentation scolaire. Cette loi, en plus de la politique nationale d'alimentation scolaire actualisée, ouvre de belles perspectives pour l'école togolaise. Des efforts en alimentation scolaire, mais aussi en infrastructure éducative. L'ambition du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est de construire 30 000 salles de classe à travers le pays d'ici à 2025. Une ambition accompagnée par le recrutement régulier d'enseignants, le tout pour offrir une éducation de qualité aux apprenants. Uri Chamega. 3 000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4 000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Ce joyau va permettre à ce que ces enfants-là qui allaient très loin soient rapprochés et je pense que ça va beaucoup leur profiter pour leur apprentissage. Nous allons faire tout pour avoir 100%, pour donner vraiment une joie à son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour qu'il sente que vraiment ce qu'il nous a offert, nous en sommes très fiers. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3 000 enseignants et directeurs d'établissement avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, et du projet d'amélioration de l'accès, équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEKET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5 000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours est d'ailleurs en cours et va se dérouler courant ce mois d'août 2023. Il permettra d'embaucher au total 4 501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et ce sont plus de 3 000 salles de classe qui seront construites d'ici à 2025. Il reste encore quelques semaines à passer à la maison avant la reprise des classes. Et ces vacances, chaque élève le met à profit à sa manière. Certains élèves profitent donc de ces vacances pour acquérir de nouvelles compétences, d'autres pour faire un peu d'économie avant la reprise des cours à travers des activités génératrices de revenus. Voyons tout cela avec Marilyn Da Silva, commentaire signé Lys Diamier. C'est les grandes vacances, temps de repos et de divertissement pour tous. Une façon de se ressourcer en attendant la rentrée. Certains mettent à profit cette pause qui les éloigne des cahiers et des livres pour toucher d'autres choses, à d'autres instruments. Ici, à Tocoin, c'est le cas de Daniela.
Pendant les vacances, je passe mon temps dans l'atelier de mon père parce que j'aime le travail qu'il fait. À part passer le temps dans l'atelier de mon père, je lis beaucoup. C'est ma fille aînée. Elle est passionnée par le métier. Donc à chaque vacances et tous les week-ends, elle vient travailler. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est dans ce métier. Elle peut toutefois faire quelque chose qui dépasse des armoires. Par exemple, une porte. Je ne l'ai pas forcée. Elle est passionnée par le métier. J'ai d'autres enfants, garçons, mais qui ne viennent même pas ici. Mais elle, elle est passionnée par le métier. Donc, Stéphane a fait la classe terminale l'année dernière. Il s'est plutôt rapproché de sa mère. J'aide ma maman parce que parfois, elle me donne quelque chose. Moi, si j'achète des vêtements, des tapettes, je peux acheter des chaussures pour la rentrée prochaine et des kakis. Moi, si je l'aide aussi, pour qu'il ne dépense pas trop pour l'année prochaine. Moi, si j'achète des cahiers, si on termine ici à midi, si j'entre à la maison, s'il y a un boulot à faire, je peux faire ça rapidement et récupérer quelque chose. En choisissant d'aider leurs parents dans leurs activités, ces élèves en vacances leur permettent de s'occuper autrement. S'occuper autrement, c'est ce qui fait la joie de la mère de Chris. Elle est vendeuse de bouillies. C'est l'entreprise de ma maman. Je l'aide dans ses vacances à vendre la bouillie. Parce que bon, dans les moments d'études, je ne peux pas l'aider, mais bon, elle a vieilli un peu, donc le fait de l'aider dans ses vacances l'aide à se reposer un petit peu. Je fais quelques activités de vendredi à dimanche. Souvent on appelle ça Mavra. Bon, c'est le fait d'aider les maçons à construire. Pour ces élèves en vacances, l'heure n'est plus exclusivement à la distraction. Pas de distinction de genre. Le plus important, c'est de s'occuper pendant ces vacances, de faire d'une pierre deux coups, se rendre utile à leurs parents. Nous leur devons tant. Au Dontou, la fête des Ignames, l'apothéose, c'était hier samedi à Takpamé. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a assisté aux festivités. La célébration donne le ton à la consommation, mais aussi à la commercialisation de l'igname dans le Grand Ogour. Les temps forts de la fête avec Sylvia Raboudjou. Les filles et fils du Grand Ogour se sont fortement mobilisés pour célébrer leur fête traditionnelle au Dontou. Cette grande mobilisation témoigne également de leur adhésion à la politique du président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, qui ne cesse de promouvoir nos valeurs culturelles. Au Dontou 2023 est une occasion de retrouvailles et de retour aux sources. C'est une fête qui nous rappelle l'exode de nos ancêtres qui ont quitté la terre de leurs ancêtres aussi, parce qu'ils étaient obligés de fuir la guerre. Et chemin faisant, ils se sont retrouvés sans vivre. Et donc, ils se débrouillaient avec tout ce qui leur tombait sous la main. Ils se nourrissaient des tubercules sauvages. Et ce qui était constaté, c'est que ces tubercules-là les intoxiquaient. Donc, beaucoup en mouraient. Et grâce à Dieu, ils sont tombés sur une variété qui n'était plus toxique. Et c'est cette variété-là que nous célébrons. Parce que dans la croyance de nos ancêtres, ils se sont dit, c'est grâce à Dieu et aux divinités qu'ils ont découvert ce tubercule-là qui s'appelle igname. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, était représenté à cette fête par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. La fête traditionnelle au Dontou est célébrée depuis 1973. Cela fait donc 50 ans la célébration de cette fête qui réunit les effets, les adjas, les fonds, les oudjous et bien d'autres. Un jubilé d'or pour également expliquer comment cette fête est jadis célébrée. La fête au Dontou, de façon ancestrale, se déroulait chaque 3 ans. Chaque maison fêtait chaque année et chaque 3 ans, toute la communauté se regroupait.
Maintenant, les jeunes ont voulu que cette fête se célèbre chaque année et que cette fête soit reconnue de façon légale comme la fête de la communauté vivant dans le Grand Togo. Et la première édition sous la forme actuelle s'est déroulée en 1973. Et c'était un 5 août. 50 ans après, nous nous retrouvons un 5 août, un samedi 5 août 2023. Donc nous fêtons aujourd'hui l'Ignam, nous célébrons nos divinités, nous adorons Dieu et nous fêtons notre jubilé d'or, qui est le 50e anniversaire. Ce rendez-vous culturel permet à ces différents peuples partageant en commun les mêmes histoires de mieux se retrouver, réfléchir sur leur passé commun et surtout de remercier les membres des ancêtres pour les cultures. L'organisation parfaite et réussite du jubilé d'or, de cette fête traditionnelle des prémices de la communauté Ifé, Oudou, Fon, Adja, s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République et du gouvernement à travers la feuille de route gouvernementale et est en phase avec l'ambition de préservation et de valorisation du riche patrimoine culturel de notre cher pays, le Togo. La fête Odon-Itourou revêt une importance particulière à double titre. D'une part, elle donne le ton pour la consommation des nouvelles récoltes, dont les ignames, et d'autre part, elle est l'occasion de redécouvrir les valeurs traditionnelles, artistiques, culturelles et culinaires du Grand Togo. Ancrée désormais dans les mœurs, elle est devenue un moment de retrouvailles, de cohésion sociale et de partage, mais aussi de remerciements et d'offrandes aux membres de nos ancêtres pour leur intercession auprès de Dieu Tout-Puissant pour une saison fructueuse. Odon-Itourou, c'est également l'occasion de faire découvrir les différentes traditions et divinités culturelles que regorge le Grand Ougou, des démonstrations comme la préparation du l'igname dans une marmite dont le fond est creux, la transformation du sable en farine, des forces mystiques encore existantes dans le milieu. La ville d'Atakwame dans les plateaux revêt une particularité à travers ses collines et ses différentes potentialités. Comment se présente cette ville aux 7 collines et qu'est-ce qu'on y trouve? Voyons tout cela avec Sylvain Abdou. La ville aux 7 collines, Atapamé dans la région des plateaux. Une ville qui s'identifie à travers sa verdure, son climat, sa production agricole, et surtout celle halieutique à travers le barrage d'Angbeto qui fournit aux populations du poisson frais. C'est donc une ville touristique qui regorge d'énormes potentialités et qui fait d'elle le carrefour commercial avec beaucoup d'attractivité. Atapamé est un carrefour, on l'a dit. C'est un carrefour qui a la particularité d'être extrêmement cosmopolite. Quand vous êtes à Atapamé, en réalité, vous avez une vue sur tout le Togo et vous avez une vue de tout le Togo. Alors, ce que ça fait, c'est que c'est une véritable richesse et cela transparaît dans le thème de cette année qui dit que notre diversité culturelle est une richesse. À côté de cette diversité culturelle, vous avez donc une diversité naturelle, notamment avec le relief qui se prête à un certain nombre d'activités, découvertes en hauteur, circuits de randonnée, circuits touristiques, abris un peu en élévation. Vous trouverez cela à Atapamé. Réputée zone agricole, c'est ici qu'on y trouve tout. Céréales, fruits et bien d'autres. Cette ville touristique est aujourd'hui au cœur des travaux de la politique du chef de l'État, Foresos Dimnanya Singbe. En témoigne l'aménagement de la voirie urbaine, des actions pour offrir un développement intégral aux communautés. Outre ces actions de construction des infrastructures urbaines, bien d'autres sont envisagées par le président de la République. Il s'agit par exemple du renforcement du tourisme à travers la valorisation du site de Kamina, qui va abriter le premier musée qui sera connu sous le nom Premier musée historique de Kamina. Cette ville s'identifie également à travers les diversités culturelles comme le démontre
petit problème technique avec ce sujet, nous y reviendrons si tout va bien dans le courant de ce journal ou dans nos éditions ultérieures. Et si ça ne va pas, il faut se le dire et trouver des solutions pour corriger le tir. On appelle cela de l'autocritique. C'est à cet exercice que les entrepreneurs des bâtiments et travaux publics se sont livrés cette semaine. Ensemble, ils ont fait le point des problèmes qui minent le secteur en vue d'y remédier. Au rang de ces problèmes, le retard dans la livraison des chantiers dû au manque de financement. Pour en parler, nous sommes avec Yao Chogbe. Il est le président du groupement national des entrepreneurs BTP. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Koué. Voilà, qu'est-ce qui a motivé concrètement cette journée de réflexion sur votre secteur? Merci. Et le groupement national des BTP est un groupement qui date de longtemps. Hein. C'est l'une des plus vieilles organisations patronales depuis de 61 ans. Et lors de notre assemblée élective que nous avons fait le 18 mars 2023, nous avons décidé d'assainir notre secteur. Et nous avons pris des engagements. Et nous avons répertorié un peu des problématiques liées à notre secteur. Et nous nous sommes dit qu'il faut aborder ces problématiques en faisant des séminaires, en faisant des rencontres comme ce que nous avons fait l'autre fois. Et la fois passée, nous avons trouvé que nous sommes souvent interpellés, comme vous venez de le dire, sur le non-respect des délais d'exécution. Et nous voulons nous-mêmes en parler. Et c'est ça qui a motivé la rencontre, pour donner la parole à nos collègues, pour que nous puissions cibler les causes et trouver également les solutions à ce non-respect des délais. Je suis d'accord, ce non-respect des délais d'exécution crée assez de désagréments pour le maître d'ouvrage. Et c'est vrai que nous regardons des chantiers qui ont un délai de 3 mois, qui vont jusqu'à 6 mois, 1 an, même des fois 2 ans, ou même des fois sans fin. Donc il faut que nous en parlions. Et la fois passée, je crois que ça a été une bonne chose. Les collègues ont ressorti toutes les causes qui créent les retards dans la livraison des travaux. Et nous avons aussi proposé des solutions dans ce sens. Et justement, quelles sont ces causes-là? Est-ce à dire que les entreprises locales de BTP au Togo ne sont pas assez compétentes? Quelles sont les causes du retard que nous constatons sur le terrain? On dit que les entreprises togolaises ne sont pas compétentes. Je m'inscris en faux parce qu'il y a assez des ouvrages que nous voyons ici au Togo qui sont réalisés par les entreprises nationales. Et quand nous avons échangé la fois passée avec nos collègues, nous avons ressorti 2 facteurs. Il y a les facteurs internes qui sont liés à nous. Il y a aussi les facteurs externes. Les facteurs internes, nous avons centré nos débats plus sur les facteurs internes. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas des raisons pour ne pas livrer le chantier dans le délai. Et vous voyez aujourd'hui, notre coopération n'est pas assainie. N'importe qui peut se lever et devenir entrepreneur. Et si la personne commet de malfaçons quelque part, c'est tous les entrepreneurs qui sont indexés. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre des antennes dans chaque région et aussi dans chaque préfecture pour identifier chaque entreprise. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et concernant également les facteurs internes, vous savez, l'entrepreneur ne peut pas être partout à la fois. Il faut qu'il s'appuie sur le capital humain. Et je crois qu'il y a défaillance à ce niveau aussi. Et nous nous proposons de renforcer la capacité de nos capitals humains pour que nous puissions évoluer vraiment vers la perfection. Et les facteurs externes? Les facteurs externes ne sont pas, on ne peut pas les négliger. Les facteurs externes, surtout ceux dont nous voulons parler plus ici, c'est le paiement des avances de démarrage. D'abord les banques. Imaginez, vous avez un chantier qui a un délai de
3 mois. La banque prend 1 mois pour te donner la caution d'avant de démarrage. Le maître d'ouvrage prend 1 mois pour te payer l'avant de démarrage pour démarrer le travail. Déjà, vous voyez, vous n'avez que 1 mois. Forcément, vous serez en retard. Ça, c'est le facteur externe. Il y a aussi d'autres facteurs externes, c'est que les études sont mal ficelées. Et c'est sur le chantier que vous voyez qu'il y a des choses à revoir. Vous devez reprendre les études. Et à ce niveau, il faut faire l'actualisation. L'actualisation, le maître d'ouvrage prend assez de temps pour l'actualisation parce qu'il y aura l'avenant qui va venir. Et souvent, certains maîtres d'ouvrage sont très réfractaires pour les avenants. Et ça prolonge le délai d'exécution des travaux. Et des fois aussi, certains maîtres d'ouvrage augmentent la masse des travaux à exécuter. Imaginez qu'on te donne un bâtiment pour faire rez-de-chaussée plus un étage. Dans l'exécution du travail, peut-être à la pose de la première pierre, on a annoncé que c'est 6 mois. Dans l'exécution du travail, le maître d'ouvrage juge qu'il faut ajouter encore un niveau. Tu sais, la population ne comprend pas pourquoi dans les 6 mois, tu n'as pas livré. Face à ces facteurs, il y a aussi d'autres facteurs. Hein. Et puis, il y a des chantiers qui sont aussi mal réalisés. Et face à tout ça, qu'est-ce que vous faites en tant que regroupement et quelles sont les décisions que vous avez pu prendre au cours de votre rencontre de réflexion? Bon, pour les chantiers mal réalisés, je vous ai déjà expliqué, notre secteur, il faut l'assainir. N'importe qui se lève et devient entrepreneur. Donc c'est pour ça que nous sommes en train, comme je l'ai dit, à mettre des antennes dans chaque région, dans chaque préfecture pour répertorier les vrais entrepreneurs. Et quand un travail est fait dans une région, il faut que notre antenne soit au courant de celui qui exécute le travail. Et nous voulons aller même loin. Il y a des travaux, il y a des ouvrages de milliards qui se font dans un milieu qui n'a pas de répercussion sur la population. Donc, les antennes locales, quand une entreprise vient avec un marché de milliards, cette entreprise doit s'appuyer sur les entreprises locales pour créer de la richesse dans le milieu. Elle ne peut pas venir juste réaliser le travail et emporter les milliards et sans que ça n'impacte la population. Donc, voici l'organisation que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de mettre encore une commission. Quand notre entité, le groupement, est interpellé, la commission va vraiment s'occuper du problème pour lequel nous sommes interpellés, ou bien notre collègue est interpellé, et voir comment nous pourrons aider le collègue à s'en sortir. Parce que, vous savez, dans une classe, il y a les premiers, il y a les deuxièmes, il y a les derniers. Peut-être que c'est sur le dernier qu'on est tombé. Donc, comme nous nous connaissons, nous pourrons demander l'appui de certains de nos collègues pour pouvoir aider ce collègue-là à s'en sortir dans ce travail qui s'enlise. Vous avez pris beaucoup de décisions. Est-ce que vous avez les moyens pour mettre en œuvre ces décisions? Comment est-ce que vous allez le faire sur le terrain? Les moyens, c'est vrai que les banques ne nous accompagnent pas. Et normalement, les moyens dont nous avons plus besoin, ce sont les banques. Et quand je dis que le plus grand de nos problèmes, c'est le problème financier. Imaginez, tu réalises un chantier et tu finis. Tu as réceptionné même le chantier. Le maître d'ouvrage, dès qu'il a eu son chantier, il n'est plus très pressé pour te payer, pour te solder. Tu as 4 ou 5 chantiers comme ça, tu as 500 millions dehors, on te donne un autre chantier. Vous voyez déjà les difficultés. Les banques devaient normalement nous accompagner, mais les banques n'accompagnent pas. Et ces banques qui accompagnent, ils demandent jusqu'à même test slip pour garantir avant de vous accompagner. Donc, nous pensons que le fait que nous sommes déjà regroupés est une force pour pouvoir essayer de résoudre nos problèmes. Et les commissions que nous voulons mettre aussi sur place vont statuer sur tout ce que nous avons répercuté, comme tu es en train de dire, et trouver des solutions pour que nous puissions avancer pour le développement de notre pays. Parce que seuls les Togolais peuvent construire leur pays. Merci beaucoup. Le message est passé. Les banques aussi vont faire de leur mieux pour vous accompagner. Justement, Monsieur Yao Tchogbe, vous êtes le président du groupement national des entrepreneurs BTP. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, moi je voulais ici encourager nos collègues parce que notre domaine est très très stressant.
et de dire à ceux qui sont par terre, qui n'arrivent pas à se soulever, de ne pas abandonner. Car comme le dit Edison, beaucoup de personnes qui ont échoué ne peuvent pas imaginer qu'ils sont pratiquement au niveau du but avant d'abandonner. Donc je leur demande de ne pas abandonner. Et je demande également au gouvernement de nous aider. Et lors de notre dernière rencontre avec son Excellence le Président de la République, il avait souhaité créer des champions en BTP dans chaque région. Et ces champions vont essayer d'attirer les autres entreprises pour évoluer vers la perfection des travaux. Mon espoir, j'attends que cela se réalise. Et je crois que ça va. Vivre. Merci beaucoup, Yao Tchogbe. Merci d'être passé dans le JDD. Merci. À vous aussi. Et nous sommes dans Nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel et si vous êtes jeune maman, vous devez le savoir, votre lait participe au bien-être et à l'épanouissement de votre bébé. Plusieurs mamans l'ignorent encore, elles refusent d'allaiter leur bébé par peur que leurs seins vont tomber. Cela n'a rien à voir et selon les sages-femmes, le bébé doit être allaité jusqu'à 2 ans au moins, voire plus. Les explications avec Sylvia Ngouzé et Uri Chamega. Nourrir son bébé uniquement de ses seins, c'est le choix de cette jeune maman à Koua. Mon enfant a 4 mois. Suivant les conseils des sages-femmes, j'allaite mon enfant du lait maternel pour le bien-être, pour la santé de l'enfant, pour qu'il se porte bien, pour qu'il ne fasse pas des diarrhées. Effectivement, le lait maternel demeure, selon les médecins, le meilleur aliment pour la croissance et le développement du nourrisson. La nouvelle maman échappe également à de nombreuses maladies par ce biais. Sur le plan nutritif, le lait maternel contient tout ce dont l'enfant a besoin, c'est-à-dire les sels minéraux, les acides gras, la quantité d'eau dont l'enfant a besoin est contenue dans le lait maternel de l'enfant. Ça permet un lien affectif entre la maman, le bébé et le papa. Le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants comme les infections pulmonaires, les infections respiratoires. Sur le plan économique, c'est un allaitement qui est gratuit. C'est un allaitement qui est facile à manipuler. C'est un lait qui ne s'expire pas. Dès l'accouchement, nous avons un lait jaune qui sort, nous l'appelons dans le jargon médical le colostrum, qui est très bon pour le système immunitaire de l'enfant. L'allaitement maternel permet à la maman de prévenir, d'éviter les cancers de sang. S'il est fortement recommandé, l'allaitement maternel peut aussi parfois être déconseillé à certaines femmes. La maman peut décider volontairement de ne pas donner le lait de son sein à son enfant. Nous avons des cas où la maman est sous la prise de certains médicaments qui pourront nuire à la santé du bébé. La manipulation, la manière de gérer ce lait peut exposer ce dernier à des infections, à des diarrhées. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée du 1er au 7 août de chaque année. Une semaine au cours de laquelle on encourage les futures mamans à allaiter au sein où on leur rappelle tous les avantages qu'elles en tirent. Et nous sommes avec Abigail Yété, fondatrice du Centre Vinon. Abigail, bonjour. Bonjour, Rico. Voilà votre engagement, c'est entre autres la sensibilisation des mamans sur l'allaitement maternel. Sur le terrain, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, ce que nous faisons au quotidien, c'est d'informer les mamans, les sensibiliser, les informer globalement. Surtout, on fait beaucoup plus focus sur les mamans qui ont une vie active. Je ne parle pas seulement des mamans qui se lèvent le matin, qui vont au bureau, mais aussi de celles qui vont au marché, qui vont dans leur atelier. Toutes les mamans qui ont un bébé, qui ne peuvent pas se permettre de passer la journée avec ces enfants-là, nous les sensibilisons sur le fait de continuer à les allaiter, continuer à nourrir leur bébé au lait maternel, même si elles ne sont pas présentes toute la journée. Et si elles ne sont pas présentes, comment est-ce qu'elles peuvent allaiter leur bébé? Alors, il y a plusieurs techniques d'expression du lait maternel. Donc, en général, on va utiliser classiquement, on va soit utiliser les techniques classiques d'expression du lait maternel. Mais aujourd'hui, vous savez, tout évolue, la technologie aussi et la science avec. Donc, nous avons des tire-laits aujourd'hui, manuels, électriques, qui permettent vraiment à la maman d'exprimer son lait, qui essayent de répéter au mieux le mouvement de succion du bébé pour que l'expression puisse être le plus optimale possible. Et ces femmes qui refusent de donner leur sein à leur bébé de peur qu'ils vont voir leur sein tomber, est-ce qu'elles ont raison? Est-ce qu'elles doivent avoir peur? Non, pas du tout, parce qu'en réalité, c'est un mythe.
les seins ne vont pas tomber parce que les bébés vont allaiter, les seins vont tomber en fonction de leur morphologie. Il y a 9 différents types de morphologie de seins, donc quand les seins tombent, ce n'est pas parce que bébé les a tétés, c'est parce que c'est tout simplement la morphologie des seins qui font qu'elles vont tomber. Et quand une femme allaite, une question un peu bête, mais qui mérite d'être posée, quand la femme allaite, est-ce qu'elle peut toujours continuer les activités sexuelles avec son partenaire? Oh, je dirais oui, oui, elle peut toujours continuer. Et je dirais même que s'il n'y a pas de contre-indication médicale ou si elle le ressent, s'il n'y a pas de douleur par rapport à l'accouchement, donc je dirais même que c'est conseillé parce qu'au fait, il y a une hormone qui va se libérer voilà, vers la fin, il y a une hormone qui va se libérer qu'on va appeler ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur, qui va vraiment favoriser la production du lait maternel. Donc je dirais, mesdames, si votre corps ne vous empêche pas ici, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, vous pouvez y aller. Et puis, ça n'a pas de risque pour le bébé? Non, pas du tout. Même pas. Est-ce qu'on peut continuer toujours par allaiter son nourrisson en étant enceinte aussi? Alors, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, si le gynécologue ou la sage-femme ne contre-indique pas, oui, on peut continuer d'allaiter. Parce qu'il faut noter qu'allaiter, ça prend beaucoup d'énergie. C'est une grosse dépense d'énergie. Donc, ça tout dépend de s'il y a eu une grossesse antérieure, les risques encourus par cette grossesse et les risques de la grossesse en cours. Donc, par rapport à tous ces facteurs-là, le corps médical peut décider de vous proscrire ou voilà, l'allaitement maternel. Mais s'il n'y a pas de contre-indication médicale, eh bien, il n'y a pas de risque. Nous sommes dans la semaine de l'allaitement maternel qui s'étend jusqu'à demain 7. Votre message? Alors, notre message, c'est de dire principalement aux femmes, c'est de continuer la sensibilisation que nous faisons, de dire aux femmes, même si vous avez une vie active, vous pouvez continuer de nourrir votre bébé au lait maternel. C'est possible. Et nous avons plusieurs techniques et nous sommes là pour vous aider. Les sages-femmes sont là et des coachs en allaitement sont là pour vous accompagner. Et aux chefs d'entreprise, au gouvernement, nous disons, c'est important de soutenir l'allaitement. Et donc, il est important de réfléchir, de commencer à penser à la mise en place des pauses d'allaitement, peut-être 30 minutes en journée, pour permettre à la maman, pendant ces 30 minutes-là, d'exprimer son lait pour pouvoir le conserver et le donner à son bébé plus tard. Abigail Yete, fondatrice du Centre Vinon, merci beaucoup d'être passée dans le JDD. En Afrique du Nord, le drame des migrants continue de se compter. Le dernier en date, c'est celui de Fatih et Marie, sa fille de 6 ans, morte de soif dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Le mari de Fatih a eu de la chance. Il a été sauvé par 2 Soudanais. Ce cliché a ému le monde entier. Une mère et sa fille gisent tête baissée dans le sol du désert tunisien. L'enfant blotti contre le corps de sa mère a succombé à l'enfer des fortes températures. Toutes 2 sont mortes de soif. Marie, 6 ans, et Fatih Dosso, 30 ans, étaient la fille et l'épouse de Crépin Mengue. Le jeune homme, migrant camerounais, avait perdu leurs traces mi-juillet. Donc, nous voici, à 3. Avec sa femme et sa fille, Crépin Mengue a d'abord vécu en Libye, à Zouara. Le couple souhaitait scolariser Marie en Tunisie, d'où leur arrivée récente dans le pays. Mais à peine sur place, toute la famille a été refoulée dans le désert avec d'autres candidats à l'exil subsaharien, sans eau ni nourriture. Nous nous sommes fait intercepter par les policiers tunisiens qui nous ont frappés et nous ont demandé de retourner d'où on venait. Donc, nous avons fait demi-tour et aller au désert. C'est de là où nous avons passé toute la journée sous le soleil. L'épreuve a duré des jours, mais sous cette chaleur infernale, difficile d'avancer pour les plus fragiles. Les corps de Fatih et Marie ont été retrouvés seuls, en plein désert. Pour leur donner un nom et une histoire, l'organisation Refugees in Libya a retracé leur parcours. Un officier de police qu'une de mes sources a interrogé a dit qu'il avait pris en charge les corps de cette mère et de sa fille. Il y a une personne qui a survécu, qui a pu témoigner et a dit à la police qu'une femme et sa fille, qui s'appelaient Fatih Dosso et Marie, étaient mortes. Depuis cette photo de l'indicible, Crépin Mengue ne trouve plus le sommeil. Il se remémore sans cesse la traversée macabre. Vu que c'était dur, je ne pouvais pas continuer. Je sentais que c'était fini pour moi.
dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe. Si elle pouvait les rejoindre, et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye. Crépin Mengue ne doit sa survie qu'à l'aide de 2 Soudanais qui l'ont hydraté. Selon Human Rights Watch, comme Crépin, Fatih et Marie, au moins 1200 subsahariens ont été abandonnés par les forces tunisiennes dans les zones désertiques. Les 9e Jeux de la francophonie prennent fin ce dimanche malgré les reports, les travaux de dernière minute et l'inquiétude, notamment sur la sécurité. Kinshasa a réussi à organiser les Jeux. Pour la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, le pays a relevé le défi. Entre reports, travaux de dernière minute et une situation sécuritaire qui s'envenime dans l'est du pays, le gouvernement congolais a malgré cela réussi à organiser les 9e Jeux de la francophonie. La directrice du Comité international des Jeux estime que la République démocratique du Congo a relevé le défi. Les difficultés rencontrées, les inquiétudes, toutes les incertitudes autour de cette édition et les 2 reports, nous avons un taux de participation qui approximativement s'approche de l'édition de Abidjan, la précédente édition qui a eu lieu à Abidjan. Donc nous avons un taux de 3500, à peu près 33. Ça, c'est le bilan final. 37 pays ont été représentés, un événement qui a attiré de nombreux visiteurs congolais, curieux et friands de divertissements inédits. Plusieurs délégations ont annulé leur participation en raison du retard de certains chantiers. Le stade d'athlétisme n'a été livré qu'il y a 3 semaines. Il faut dire que le pays hôte a relevé le défi et a réussi à organiser, à livrer les Jeux de la francophonie. Évidemment avec l'accompagnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais moi, ce qui me frappe, c'est les gens autour des sites qui se bousculent pour rentrer, juste pour voir quelque chose de nouveau. Et donc ça, vraiment, l'État doit mettre à profit tous ces États, tout ce qu'il a mis en place, toutes ces infrastructures pour développer et mettre à disposition de la jeunesse congolaise. Plus que des compétitions et des concours, les Jeux de la francophonie s'inscrivent dans un projet social, explique la directrice du Comité international. Leur organisation ayant permis de former des ressources humaines, notamment des arbitres, des juges ou encore des personnes dans l'événementiel. Et je suis avec Yata Aratem pour faire le tour du net. Aratem, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Le taux de remboursement du Fonds national de la finance inclusive a atteint plus de 95%. Oui, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, continue de faire des progrès remarquables. 9 ans après son lancement, selon le dernier rapport publié par le Fonds, jusqu'à fin juillet 2023, plus de 108 milliards de francs CFA ont été octroyés aux populations exclues des systèmes financiers traditionnels. Grâce à 13 produits différents, plus de 1,8 million de personnes issues de diverses couches socio-économiques ont bénéficié de crédits à ce jour. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que le taux de remboursement reste exceptionnellement élevé, atteignant 95,17% en janvier. Et parmi les produits du fonds, l'accès des pauvres aux services financiers APSEF se démarque comme la principale locomotive avec un montant alloué de plus de 37 milliards. Juste derrière, le produit d'accès des agriculteurs aux services financiers AgriCEF a distribué plus de 34 milliards de francs CFA. Et que ces résultats impressionnants montrent que le Fonds national de la finance inclusive du Togo joue un rôle essentiel dans la promotion de l'inclusion financière et contribue ainsi activement au développement économique et social du pays. Fatigué des plaintes d'escroquerie, l'Office togolais des recettes passe à l'offensive avec une mesure drastique. Laquelle? Alors, au Togo, la direction du cadastre et de la conservation foncière et d'enregistrement a été confrontée ces derniers mois à une vague inquiétante d'actes d'escroquerie perpétrés par des individus mal intentionnés se faisant passer pour des agents de l'OTR. Face à cette situation préoccupante, les responsables de l'OTR montent au créneau. Dans un communiqué rendu public, le commissaire général Philippe Kwakouchodié a tenu à rappeler au public que ces individus usurpateurs ne sont pas des agents officiels de l'OTR et que l'Office ne peut être tenu responsable de leurs agissements. Pour éviter tout risque d'escroquerie, l'OTR insiste sur la procédure légale pour les paiements relatifs aux procédures d'immatriculation foncière. Ainsi,
Les paiements doivent uniquement être effectués dans les agences des banques partenaires et sur les bornes électroniques mises à la disposition des usagers au siège de l'OTR. Pardon. Pour renforcer la protection des citoyens contre les tentatives d'escroquerie, l'OTR a également lancé un numéro vert, le 82-80, afin que le public puisse signaler toute activité suspecte. Le commissaire général exhorte les citoyens à redoubler de vigilance et à signaler immédiatement toute tentative d'escroquerie à l'OTR, à la police ou à la gendarmerie. Donc désormais, lorsque vous recevez un message du genre je travaille à l'OTR, je vous envoie ce message par rapport au titre foncier, appelez ce numéro, bon, comprenez que vous êtes dans la logique de l'escroquerie. On apprend également sur le net la fin des défilés de mode en tenue scolaire dans les écoles au Togo. C'est une décision du ministre des Enseignements primaires et secondaires. Oui, la décision est rendue officielle le 3 août dernier à travers un arrêté. Selon les termes de l'arrêté, la nouvelle tenue exige des élèves de sexe masculin inscrits dans les établissements publics une chemise ample et un pantalon descendant jusqu'au talon. Attention aux pantalons Moriba ou aux pattes d'éléphant. Taillé dans le même tissu de couleur kaki, une paire de chaussures fermées ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Concernant les filles, l'arrêté est clair. Une chemise ample, en popeline blanche, une jupe ovale ou plissée de couleur kaki couvrant les genoux et une paire de chaussures fermées aux semelles plates ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Les écoles privées sont aussi dans le collimateur. L'arrêté ne met pas de côté ces établissements. Dans cet arrêté ministériel, il est demandé aux élèves de porter dorénavant une chemise ample et un pantalon descendant jusqu'au talon pour les élèves de sexe masculin et une jupe ovale ou plissée couvrant les genoux pour les élèves de sexe féminin. Une paire de chaussures fermées aux semelles plates ou des nu-pieds dont la semelle est retenue par une lanière. Si les établissements choisissent les couleurs des tenues de leurs établissements, le promoteur ou les promoteurs privés peuvent également intégrer la cravate à l'uniforme scolaire. Mais attention, il y a des interdictions. Le ministre Kokoroko est exigeant. Les accessoires qui présentent un caractère ostentatoire, blasphématoire ou indécent sont strictement interdits. Je crois que le langage il est clair. No comment. Enfin, la confection des t-shirts à l'effigie de l'établissement est subordonnée à un accord préalable entre le chef de l'établissement et l'association des parents d'élèves qui conviennent du prix de vente aux élèves. Il n'est pas question de venir dire au papa, papa, le t-shirt c'est à 5 000 francs. C'est ce que les clans... Non. Est-ce que les 5 000 francs ont été retenus d'un commun accord entre le fondateur, le promoteur de l'école et les parents d'élèves? Voilà ce que stipule la note. Et lui, en Ouganda, il se déguise en femme pour passer l'examen de fin d'année pour sa petite amie. Ah oui. Selon le média libre AMS, le nom est en abrégé, a été promu magistrat grade 1 en probation. Il a eu 2 semaines par la commission de services judiciaires. Il a été pris en flagrant délit le 26 juillet dernier alors qu'il rédigeait un examen pour sa petite amie, une étudiante en faculté de droit sur le campus. Toutefois, il a comparu devant le premier magistrat de l'IRA le 28 juillet, qu'il a emprisonné jusqu'au 3 août, disons la semaine passée. Dans un communiqué, Franck Nigel, directeur de la LDC, a déclaré que l'article 351 du Code pénal et l'article 381 du Code pénal inculpent monsieur le magistrat pour usurpation d'identité. Après l'incident, une déclaration du pouvoir judiciaire a mis fin à la nouvelle nomination du magistrat. Merci beaucoup Yata pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, au revoir. À la prochaine. Un robot d'apparence à l'apparence humaine, une firme américaine va en mettre bientôt sur le marché. La machine peut accomplir toute une série de tâches et échanger dans n'importe quelle langue. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de ces robots d'un réalisme parfait. Devant certains films, il y a de ces images qui vous font beaucoup réfléchir. Vous vous demandez si elles sont réelles ou fausses.
Le cinéma a ses secrets. Nous avons pu découvrir certains de ces secrets lors de la Semaine nationale du cinéma il y a quelques jours. Des images qui peuvent choquer, mais qui n'ont rien de vrai. Attention, certaines d'entre elles peuvent quand même heurter votre sensibilité. Uri Chamega. Un trait noir tracé à la gorge, un liquide rouge qui coule comme du sang sur le corps. Quelques coups de colle, des couches de latex posées à la poitrine pour faire paraître un organe arraché et ce résultat de science-fiction à faire frémir. Tout ça, ça fait partie de notre art. C'est juste comme une seconde nature. Ça va tout à fait choquer les autres spectateurs qui ne sont pas dans le domaine. Mais moi, puisque je suis déjà habitué à ça, il y a des films nigériens qui font sentir vraiment bizarre, où on égorge, on coupe les bras, on poignarde les gens. Je me pose la question, comment est-ce que ça se fait? Et je me suis dit, mais il faut que je sache comment faire ce make-up-là. Donc je me suis inspirée des films hollywoodiens. Une illusion parfaite, orchestrée par des coups de pinceau de Merlène. La trentaine est magicienne du make-up professionnel cinéma. Avec elle, tout devient possible. Au moment où j'ai réalisé la toute première fois mon chef-d'œuvre là, j'ai dit mais waouh, c'est tellement réel. Et c'était lors d'Halloween à un établissement scolaire. C'était le visage défiguré où on a tabassé le gamin à un point qu'il a eu des botox là et des bleus au niveau de l'œil là. Une fois que j'ai fini de le faire, j'ai dit waouh, Merlène, tu es forte. Parce que tout le monde a commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, j'ai déjà fini et l'enfant est sorti. Tout le monde a commencé par crier, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il a eu quoi? Ce n'est qu'après qu'ils se rendent compte que ce n'est pas du réel. Alors là, pour moi, étant donné que ces gens-là manifestent leur ressenti, c'est une joie pour moi. Dans ce stand de maquillage proposé à la Semaine nationale du cinéma, on y voit l'image d'un carnage, une blessure par balle, un visage découpé taché de sang et un pied fendu. Entre autres scènes auxquelles l'on assiste le plus souvent dans les films. La jeune artiste en est créatrice dans des courts et longs métrages. J'ai connu Merlène Agbodjan sur le plateau de Jean Aronto, paix à son âme. Et elle est venue faire un boulot formidable que j'ai aimé. Et elle a fait le make-up d'un monsieur, un militaire qui a eu un pied décapité. Et ça m'a plu, je l'ai approché pour la première fois, je lui ai dit tu fais un boulot formidable. Je vais dire que ce n'est pas seulement un sentiment de fierté, mais j'ai des fois la chair d'épaule quand je vois ces blessures qu'elle fait. Et je vais dire qu'elle a du talent. Avec ses body punching, du colorant alimentaire, du mélange du fond de teint ou des pâtes à modeler, Merlène fait également du make-up tribal. Plus de 10 années d'expérience sur plusieurs plateaux. Une passion d'enfance devenue un métier. J'ai fait déjà quelques plateaux internationaux, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le make-up cinéma, surtout les effets spéciaux, les matériels sont vraiment coûteux. Et on n'en trouve pas vraiment ici. Généralement, je commande à l'étranger, en Europe. Mais j'aimerais bien que le gouvernement accompagne déjà ses producteurs, ses réalisateurs, pour qu'ils puissent nous proposer des contrats meilleurs. Pour elle, c'est un rêve qui se poursuit. Nourrir sa passion, faire plaisir et parfois même faire peur aux téléspectateurs. On va rester dans le cinéma pour parler de ce film, À l'épreuve du Goumen, une comédie romantique d'Israël Tounou qui sera en avant-première le 19 août prochain. Plusieurs sujets sont abordés dans le film, dont l'amour, l'amitié, la déception amoureuse. Avant de recevoir le réalisateur, nous vous proposons un avant-goût de ce film. Que je te présente quelqu'un. Le monsieur, il s'appelle Uriel et c'est un photographe. J'ai croisé une fille aujourd'hui. Je crois qu'elle s'appelle Mira aussi. Et vous êtes dispo lundi 11h? Elle était avec sa petite sœur et, crois-moi, elle a fait chavirer mon petit cœur. Tu la reconnaîtrais? Ouais. Alors?
On se voit juste de temps en temps, on s'entend bien, rien de plus. Et vous vous êtes déjà embrassé? Comment t'as pu faire un truc pareil? Comment toi tu as pu me faire ça? Donc tu connaissais cette fille? Je crois que je suis amoureuse. Tu vois, l'amour, ça vient pas en un claquement de poings. Ça vient au fil du temps. Je t'aime. À l'épreuve du Goumen, le tout premier film d'Israël Tounou. Israël, bonjour. Bonjour Ekoué. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? De quoi est-ce que vous parlez dans ce film? Je parle de Gouma, c'est un nouveau terme qui date d'il y a quelques années. C'est un terme que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Il est d'origine ivoirienne, mais bon, c'est devenu commun à tous les Ouest-Africains. Bon, le Gouma, c'est la déception amoureuse. Et donc, j'ai voulu un peu parler de Gouma parce qu'en réalité, au cinéma, nous voulons créer une industrie. Et pour avoir une industrie solide, comme les autorités, les plus hautes autorités nous encouragent à le faire, d'ailleurs, je tiens à saluer son Excellence Madame le Premier ministre qui était à la Semaine nationale du cinéma la dernière fois, on nous encourage à créer une industrie. Et pour faire une industrie, il faut faire des comédies, il faut faire des films d'action et il faut parler de thèmes qui intéressent. Ouais. Vous le savez bien, l'amour, la déception amoureuse, c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Et puis, quelque part, je voulais donner à la jeunesse un miroir. Aujourd'hui, le rapport entre la jeunesse africaine et l'amour est un peu compliqué. Ouais. Elle est particulière, elle change, elle vire, à mon avis, vers quelque chose de pas très bien. Et donc, j'en parle dans ce film avec beaucoup de comédie, voilà, et beaucoup d'humour aussi. Voilà, ce film sera en avant-première le 19 août prochain à l'hôtel 2 février. Où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? Alors, les préparatifs vont bon train. Ce qui est très encourageant, c'est que la mobilisation est assez incroyable. Enfin, on trouve déjà que le titre est super intéressant. On a envie de voir le film à cause du titre. On a aussi envie de voir le film à cause de la gifle. Oui. Parce que dans la bande-annonce, on voit un couple qui semble aller bien et à la fin, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc, les préparatifs vont bon train. Je veux surtout appeler tous ceux qui me connaissent à la télévision. Ça fait 10 ans que je fais de la télé. J'ai commencé en 2013. Et je suis tellement aimé que parfois je m'étonne moi-même. Tous ceux qui me connaissent sur la TVT depuis 8 ans savent que je suis un grand passionné de cinéma. Et donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de nous retrouver le samedi 19 août à 19 h. On se prépare énormément pour vous. Il y a Senza à l'affiche du film, il y a Ismaël Ouriamola, il y a également Jean-Marc Boraitis. Et puis, j'ai un vrai casting, toute génération confondue, pour 1h30 de pur bonheur, surtout 1h30 de comédie. Voilà, 1h30 de comédie. L'entrée, est-ce qu'elle sera gratuite ou conditionnée? Elle sera conditionnée, surtout que c'est la première diffusion du film, donc c'est un avant-première VIP. Donc l'entrée est à 10 000, 20 000 et 50 000. Vous pouvez réserver sur le 93 52 57 51. Et puis surtout, n'oubliez pas, en fait, c'est juste une première diffusion. Donc si vous avez envie de voir mon film, vous allez pouvoir le voir parce qu'il sort au cinéma le 29 août. En parlant d'industrie, j'y reviens parce que c'est important. Quand on fait un film, normalement, on le présente en avant-première, on le sort aussi au cinéma, dans les salles de cinéma, pour que les gens puissent aller le voir quand ils veulent. Et donc, mon film va avoir cette particularité. Elle va sortir en avant-première 2 fois. Et une fois qu'elle arrive au cinéma, vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez, avec votre budget, aller le voir dans la salle de cinéma où vous voulez. Donc, c'est aussi mon cheval de bataille avec Cinéa, mon émission depuis 8 ans. La société de production qui a fait le film, moi-même, on veut que les salles de cinéma marchent au Togo. Parce que si les salles de cinéma marchent, le cinéma devient une industrie. Et si elle devient une industrie, elle peut véritablement contribuer à développer notre pays. Et je tiens vraiment à saluer les autorités, en commençant évidemment par son Excellence le chef de l'État, M. Forrester Nsingbe, qui, avec toutes les mesures qui sont prises depuis quelques mois, quelques années, véritablement prouve qu'il aime le cinéma. Et avec le ministère de la Culture également, M. le ministre de la Culture et du Tourisme. Donc nous, on fait notre part du marché, on fait des films, on essaie de les mettre dans les salles de cinéma et c'est à votre tour, vous, de faire votre part du marché, de venir le samedi 19 août à 19 h, le voir avec nous. Et si vous aimez l'émission Cinéa, si vous m'aimez en présentateur, je vous fais une promesse, vous aimerez plus encore moi en mode réalisateur. Voilà. Israël, tous nous serons au rendez-vous, je parie, tous les Togolais y seront également. Merci d'être passé dans le JDD. Merci à la TVT qui a toujours été avec moi depuis 8 ans maintenant. Je suis arrivé très jeune. Quand j'étais arrivé à la TVT, j'étais très jeune. On m'a confié l'émission en tant que producteur. Aujourd'hui, 8 ans après, je suis très reconnaissant à la télévision togolaise. C'est une belle, grande famille.
Et voilà, merci à tous, merci à tous mes collègues, merci à toi Ekoué de m'avoir reçu. Et évidemment que la TVT sera l'avant-première, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, ainsi se referme ce JDD. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, la télévision togolaise. Excellent après-midi à toutes et à tous.